Cette association, son but, c'est de venir avec des formations qui viennent des situations de combat réel, quoi, et puis pour apprendre aux villageois, si jamais vous prenez une balle, si jamais il y a une invasion inopinée de soldats qui arrivent ici, que vous avez des gamins dans votre classe, qu'est-ce que vous faites? Si jamais il y a quelqu'un devant vous qui vient de se prendre une balle, il y a 80-90% des morts au combat qui meurent dans la demi-heure d'hémorragie. Donc formation de premier secours, apprendre à faire des garrots, apprendre à faire des points de suture, si jamais on a des éclats dans les yeux, comment est-ce qu'on fait, comment gérer les situations de stress. Elles ont quoi? Elles ont 16 ans, 17 ans. Et ça veut dire qu'elles ont toujours avec elles cette trousse de secours. Chaque personne formée en aura une, oui. Et donc quand elle va à l'école, quand elle va... c'est dans les foyers. D'accord. On n'est pas capable de donner une trousse pour un habitant, mais on donne une trousse pour une famille. Ça coûte combien? Comme ça, c'est dans les 80 €. Donc ça, voilà. Comment sauver une vie? Comment sauver une vie? 80 €. Donc là, c'était un pompier lieutenant-colonel qui était responsable de la formation. Mais sur le terrain, c'est la médecin qui est là et qui en fait est médecin militaire. Donc ça, c'est les techniques de guérison du combat. Les hommes le savent, ils sont au front. Maintenant, on les apprend aussi aux femmes qui s'occupent des villages. Et on va carré. Donc, Chabou, qui est arménien d'origine et qui passe une partie de ses étés ici chaque année depuis 30 ans. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et qui donc connaît très bien les sœurs, le camp et les dents des enfants. Et ce qu'ils voient, vous voulez pas le voir. Les enfants sont stressés quand ils viennent ici? Pour une partie, il y en a certains qui veulent pas, et là ils s'enfuient, Je viens souvent, les enfants ils vont pas chez le dentiste parce que ça coûte trop cher. Oui, très très moche. Donc ça c'est sur le plan humain, c'est désastreux. Tu m'avais parlé d'un enfant qui avait plus ses dents devant. C'est juste. On l'a eu en soins. C'était un enfant qui avait... C'était le fruit d'un viol en fait. Donc la mère avait même voulu l'étouffer. Donc les 4 incisives supérieures étaient arrivées à ras de la gencive. Donc là, les dents définitives quand même. Donc j'avais une consoeur qui était venue, qui est une dentiste locale. Elle a tout de suite vu comment on procédait au point de vue de l'approche psychologique. Elle l'a soigné, elle lui a fait un travail avec des reconstitutions, c'est-à-dire c'est pas un travail prothétique, c'est un travail vraiment avec des composites, des choses comme ça. Elle a réussi à les faire reconstituer, c'était magnifique ce qu'elle lui a fait. L'enfant était tellement heureux, il a dit j'espère que ça va tenir, que maman va me voir comme ça. Donc c'est beau là que sa première parole soit pour sa maman, pour lui montrer les dons qu'il avait. Oui, c'est vrai, malgré tout ce qu'il a connu dans son enfance, le pauvre. Alors merci. Vous pouvez prier pour lui. C'est pas toujours facile. Lilia, 13 ans. Tagui, 16 ans. Et Vartui Tagui. Vartui Kagui dans le camp. Regardez. C'est mon spectacle préféré. Le fait d'être parti pendant 2 jours fait que sortir, revenir, j'ai un regard nouveau et je trouve que les enfants sont plus soudés entre eux. Et puis maintenant je connais mieux leur histoire, donc il y a un côté à la fois plus beau et plus grave dans le camp. Là il y a plus de cohésion entre eux aussi, ils sentent un peu plus d'excitation. C'est vraiment un pays qui est très touchant parce qu'on ne réalise pas tout ce qu'ils ont enduré, tout ce qu'ils ont souffert. Ils sont très pudiques, donc ils ne montrent pas tout ce qu'ils ont dans le cœur. Et là vous voyez, c'est plein de vie. J'adore. Dans les repas, quand on parle avec les bénévoles ou même les personnes, vous sentez qu'il ne faut pas grand-chose pour que la conversation elle dérape. Là, on leur a raconté notre excursion au Tavush. La sœur Myriam, elle avait les larmes aux yeux, on a arrêté, on a changé de sujet. Et à chaque fois qu'on fait des allusions à gauche et à droite, vous sentez que c'est pas des sujets tabous. La tendresse, c'est la joie arménienne de voir. Peut-être vous accrocherez dans votre bureau et fait pour nous. Merci. Je suis dans la sacristie là. Je reviens de la messe, je me disais quoi? Oui,
Je me disais qu'à l'occasion, ce serait peut-être bien qu'on fasse un petit point sur ce qu'on appelle l'église apostolique. Parce qu'ici, en Arménie, c'est pas des catholiques. Hein. L'église canal historique, ça s'appelle l'église apostolique. Alors je me disais que ce serait peut-être bien qu'on fasse un point sur les points communs, les différences avec le catholicisme. Parce que vous allez voir, en fait, c'est quand même une plongée dans un autre monde. Hein. Ils ont leur propre saint, ils ont leur propre histoire, ils ont leur propre liturgie. Alors à la fois, c'est la même chose, à la fois, c'est pas la même chose. En tout cas, je vous promets une plongée dans une autre civilisation. On continue notre pèlerinage sur les débuts du christianisme en Arménie. Au monastère de Guéra, je vous avais parlé de l'apôtre Barthélemy et Thaddée, qui avait commencé à évangéliser, qui avait apporté la Sainte Lance, qu'on espère retrouver un jour. Mais ça s'est plus ou moins bien passé, et là en fait on se rend au lieu où on peut dire que d'une certaine manière tout a vraiment commencé. C'est le lieu présumé du martyre de Saint Tripsimé. Tac, story time. Vous êtes ici à Saint Tripsimé qui est une des grandes martyrs de l'église apostolique arménienne. Saint Tripsimé, c'est leur sainte blandine à eux. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la forme traditionnelle des églises arméniennes. Donc les églises arméniennes, si jamais vous reprenez en fait, la base, c'est une croix qui symbolise la résurrection. Puis ensuite, vous avez une base carrée. Le carré, c'est